Captain Max. Lancement du processus d'enregistrement. Go Ninja, go Ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre! Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, gros dossier simiesque, où je vais vous parler du roman par Pierre Boulle, puis du film La planète des singes de 1968, ainsi que la série La quatrième dimension, afin d'aborder comme il se doit le comics La planète des singes par Rod Serling, qui n'est ni plus ni moins que l'un des scénarios abandonnés du premier film. Ensuite, je vous parlerai de mes récentes lectures, que sont Snow Angel par Jeff Lemire, Inuit par Massimo Rossi, puis Les Tortues Ninja avec le spécial Hello Halloween. Si vous souhaitez me soutenir financièrement pour mon travail de vidéo ou de podcast, il existe deux moyens à votre disposition. Le premier, c'est de me rejoindre sur Tipeee, où vous recevrez des marque-pages Captain Max en contrepartie de vos dons. Et le second, c'est en vous procurant vos comics via mon lien d'affiliation avec la librairie indépendante Comics Zone. N'hésitez donc pas à passer via mon lien disponible en description, mais aussi à ajouter le code MAX, MAKS, afin de recevoir un marque-page personnalisé Captain Max, ainsi qu'un print Spawn signé par Paul Renaud. Mais maintenant que la quête a été faite, je vous laisse entrer dans ce lieu saint consacré à l'univers des comics. Après 2 épisodes de podcast sans vous parler de la licence La planète des singes, je reviens sur cette dernière avec du lourd. Du très lourd avec La planète des singes par Rod Serling, publié en français chez Vestron. Mais avant de vous parler de ce comics, je suis obligé de vous conter son histoire, qui est liée évidemment à celle du premier film de la licence, puisque cette BD est en vérité l'un des très nombreux scénarios abandonnés qui auraient dû servir pour le film. En 1962, après avoir observé les gorilles dans un zoo, l'auteur de romans français Pierre Boulle remarque que ces merveilleux grands singes seraient très intéressants à traiter dans une série de science-fiction, en essayant d'imaginer la relation qu'ils pourraient avoir avec les hommes si les rôles étaient inversés, avec des humains dans des cages et des primates en guise de gardiens. C'est après 6 mois d'écriture qu'il publie son roman du nom de La planète des singes, un récit de science-fiction qui tape très vite dans l'œil d'Arthur P. Jacobs, dès 1963, l'année même de la publication du roman de Pierre Boulle. À cette époque, Jacobs, publicitaire américain, vient tout juste de se convertir dans la production cinématographique. Et pour ses débuts, il souhaite marquer le coup en adaptant un roman de SF à succès. Il achète alors les droits d'adaptation et s'associe au studio Warner et engage pour scénariste un certain Rod Serling, qui avait créé un peu plus tôt la mythique série TV La quatrième dimension. Afin d'adapter le roman de Pierre Boulle à sa sauce, Rob se permet de retravailler complètement l'histoire, en y ajoutant quelques idées de certains de ses épisodes de la quatrième dimension, comme La flèche dans le ciel, ou bien Tous les gens sont partout semblables. La flèche dans le ciel nous raconte l'histoire de 8 spationautes qui s'écrasent sur une planète désertique inconnue. Mais seuls 4 d'entre eux survivent au crash, dont un qui est entre la vie et la mort. Les 3 hommes se relaient alors pour s'occuper de lui, mais les conflits vont très vite arriver lorsque l'un d'eux décide de ne plus partager ses vivres avec le mourant. C'est après s'être entretué que le dernier des survivants découvre après une petite marche qu'il est en vérité simplement retombé sur la planète Terre, et qu'il aurait pu éviter tout ça avec une simple balade d'exploration. Un épisode que j'ai regardé pour l'occasion et que j'ai grandement apprécié. C'était la première fois que je regardais la série La quatrième dimension et depuis, je regarde occasionnellement des épisodes pour rattraper mon retard concernant cette série mythique. C'est peut-être ça devenir adulte. Bref, j'ai aussi regardé l'épisode Tous les gens sont partout semblables, qui, cette fois-ci encore, nous conte l'histoire de 2 astronautes qui sont envoyés sur Mars, afin de vérifier s'il y a de la vie sur la planète rouge. Ces derniers s'écrasent, eux aussi, mais contrairement à ceux de l'épisode précédent, eux sont arrivés à bon port. L'un d'eux meurt rapidement, tandis que l'autre fait connaissance avec le peuple de Mars, qui ressemble en tout point aux terriens, si ce n'est qu'ils disposent de pouvoirs comme la lecture des pensées. Ils vont alors être très gentils et hospitaliers avec lui, en lui créant même une habitation humaine pour qu'il se sente comme chez lui. Cependant, alors qu'il tente d'ouvrir la fenêtre, il découvre qu'il est finalement pris prisonnier dans un zoo, avec une pancarte devant la grille indiquant « Créature terrestre dans son état naturel ». Vous l'avez compris, Rod Serling mélange alors ces 2 récits avec celui de Pierre Boulle pour écrire le scénario du premier film La planète des singes. Cependant, Warner Bros réalise que son histoire coûterait bien trop cher à produire, et il demande alors à Arthur de revoir son budget à la baisse. Ce dernier demande alors de multiples changements à Rod, qui, après avoir réécrit une 30aine de fois le script, décide de quitter la production en 1965 et laisse sa place à Michael Wilson, scénariste des films Le Pont de la rivière Kwai et de Laurence d'Arabie, qui produit alors une histoire moins coûteuse, avec moins de technologie et plus d'action. C'est pour toutes ces raisons que le film est finalement très différent du roman de Pierre Boulle.
Dans l'œuvre de Monsieur Boulle, la civilisation simiesque est développée comme l'était New York en 1960, avec des grands immeubles, de la technologie, des voitures, des téléphones, etc. Et d'ailleurs, la fin du livre est plus proche de celle du film de Burton de 2001 que de celui de 1968, avec le héros qui réussit à revenir sur la planète Terre avant de découvrir qu'elle est finalement, elle aussi, tombée sous le contrôle des singes, le temps de son long voyage. Du coup, notre comics La planète des singes par Rod Sterling, adapté en art séquentiel qui est la BD par Dana Gould, nous propose une histoire très intéressante, et avec une structure évidemment très proche de celle du film de 68. Cependant, il va y avoir quelques différences, même si le grand changement réside essentiellement dans les décors, la présence de technologie, etc. Tout ce qu'on lui avait interdit de mettre dans son film. Ici, pas de vieille maison troglodyte dans un village habité par 30 singes, mais bien une grande métropole peuplée de primates, avec des véhicules, des théâtres et j'en passe et des meilleurs. J'ai d'ailleurs trouvé l'idée des passages cloutés, remplacés par des échelles de suspension qui passent par-dessus la route, très intéressante. Les singes traversent la route en grimpant, tels des enfants dans un parc ou des athlètes de street workout. Et si les paysages et décors proposés dans les pages de ce comic sont aussi beaux, c'est davantage dû au travail des coloristes Darren Moore, Michael Muerto et Marcelo Costa qu'au dessinateur Chad Lewis. Les planches sont magnifiques, avec une explosion de couleurs très chaudes qui nous font regretter que le film de l'époque n'ait pas eu les moyens pour produire de tels décors. Bien que ça aurait été aussi très dommage de passer à côté du monument du cinéma qu'est le film de 68. Un comics que je vous conseillerais bien, s'il n'était pas en rupture de stock depuis quasiment sa parution il y a 4 ans. Je vous invite donc à jeter un coup d'œil de temps en temps sur l'occasion, même si les prix sont bien trop élevés pour un titre de 110 pages qui coûtait 17,95€ à sa sortie. Et oui, ça jette un froid. Et en parlant de froid, passons tout de suite à Snow Angel. Je suis conscient de vous avoir déjà beaucoup parlé de Jeff Lemire lors de mon Podmax épisode 2, mais avant de vous parler de son comics Snow Angel, sorti récemment chez Urban Comics en français, je voudrais revenir sur quelque chose que je n'ai pas mentionné la dernière fois, c'est que celui-ci est ultra productif. Et pour vous faire comprendre à quel point il l'est, je vais rapidement comparer le nombre de comics dans lequel il est crédité avec d'autres artistes très connus. Il faut au préalable savoir que je compte tout type de crédit, que ce soit en tant que scénariste, illustrateur, mais aussi co-scénariste ou simplement illustrateur de couverture. Et concernant les chiffres, je me base du site ComicsVine, sachant qu'il y a forcément une belle fourchette d'erreurs, car ce site prend en compte toutes les rééditions, formats, etc. Donc on sait que c'est finalement un peu moins que ce que je vais vous annoncer. On commence avec Mike Mignola, qui est crédité sur plus de 1700 comics, sachant qu'il fait énormément de couvertures et qu'il est dans le métier depuis plus de 44 ans. Donc 1700 comics en 44 ans. Ensuite, notons Grant Morrison, qui a travaillé sur environ 1600 œuvres en 42 années de service. 1600, 42 années de service. On se rapproche de ce que fait Mike Mignola. Ensuite, on peut s'intéresser à des légendes comme Alan Moore, qui a travaillé sur plus de 1300 comics en 56 ans. Et un petit dernier pour la suite, avec le feignant Frank Miller, avec ses 1000 comics en 46 années de dessin et de scénario. Et si je fais une petite moyenne du nombre de participations par année pour chacun d'entre eux, ça nous donne une moyenne de 38 comics par an pour Mignola et Morrison, 23 pour Moore et 21 pour Miller. Et concernant Lemire, il totalise près de 1200 comics, et a commencé sa carrière en 2005. Soit plus de 63 œuvres par an, et donc environ le double des artistes cités précédemment. On va dire que même si les chiffres exacts sont en vérité la moitié de mon calcul très approximatif, on tourne quand même autour d'une trentaine de titres à l'année, ce qui est déjà énorme, et je dirais même que c'est peut-être trop. Mais il est grand temps que je vous parle du titre de ce monsieur qui nous concerne aujourd'hui, à savoir Snow Angel. Dans cette histoire complète, on suit une petite famille composée d'un père et de ses 2 filles, dans un monde a priori post-apocalyptique, où la Terre est complètement recouverte de neige. Les derniers humains vivent alors dans une énorme tranchée et suivent quelques règles de survie obligatoires, telles que la plus importante, celle qui vous interdit formellement de sortir de la tranchée. Cependant, leur quotidien déjà très difficile va se complexifier une nouvelle fois, lorsque leur colonie va se faire décimer par un être mystérieux et très puissant. Tout ce que l'on attend à avoir avec du Jeff Lemire se trouve dans ce titre, soit un récit de science-fiction et un travail important sur les personnages et principalement sur la famille. Et vous le savez, je suis fan de la plupart de ses travaux, même s'il m'arrive parfois d'être déçu, bien souvent avec ses révélations qui manquent souvent d'impact. Dès les premières pages, on s'attache très vite au personnage. L'intrigue fonctionne parfaitement et le prédateur, qui pourchasse la petite famille, est très efficace dès sa première apparition. Cependant, bien que la lecture m'ait plu et que je l'ai lu qu'en une seule traite, j'ai quand même été déçu par les révélations et la conclusion, comme ce fut déjà le cas avec Jeff Lemire, notamment avec sa série Black Hammer. Soit j'ai rien compris à cette dernière, soit c'était tellement convenu et évident que ça ne m'a pas marqué.
Et du côté de l'illustration par Jock, je n'ai pas grand chose à dire non plus. Ce n'est pas moche, ça fonctionne très bien, mais c'est pas le style d'illustration qui va tout de suite m'attirer. Pour conclure, vous l'avez compris, c'est un titre efficace, comme toujours avec l'émir, et vous passerez un bon moment lors de votre lecture, mais qui ne va pas rentrer dans le top 10 de l'auteur. Et on va continuer avec du froid et de la chasse, avec le comics Inuit, qui, vous allez le voir, a pas mal de points communs avec Snow Angel et son artiste Jeff Lemire. Lors de l'épisode précédent, je vous avais déjà annoncé que j'allais parler de nouveau d'un titre de Massimo Rossi, puisque j'ai participé à une campagne de l'éditeur Comics Initiative pour me procurer 2 de ses titres. Et après Feuille Rouge, voici Inuit. Je ne vais pas vous reparler de la carrière de Massimo, car je l'ai déjà fait dans ma vidéo sur Gaijin Salamander, et je reparlerai bientôt de lui dans le podcast de collectif Team Up, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un scénariste italien que j'apprécie beaucoup. C'est pourquoi je saute dès que possible sur ses titres. Et si je dois le comparer avec un artiste un peu plus connu, il est assez proche de Jeff Lemire justement. Pas celui qui fait de la tranche de vie, mais l'autre, celui qui part dans la science-fiction, avec au cœur de ses récits, une part très importante pour la famille, l'humain, ses erreurs et sa rédemption. Inuit, c'est l'histoire d'un peuple ancien de géants vivant paisiblement dans les terres givrées du Nord. Mais ces derniers ont quasiment disparu depuis l'apparition de l'homme, ne restant plus qu'une toute petite tribu. Mais un jour, une armée d'hommes du Sud arrive pour exterminer les derniers géants et ainsi prendre possession d'un objet magique mystérieux. Mais alors qu'ils pensaient avoir réussi à mettre fin aux Inuits, une femme enceinte réussit à prendre la fuite. Chassée et traquée, elle va alors se battre pour protéger son fils des horreurs de l'homme. Un récit qui parle bien évidemment de l'amour d'un parent pour son enfant, de la force insoupçonnée d'une mère face aux difficultés de la vie, mais qui est aussi une critique de la société de l'homme et du colonialisme prêt à tout pour imposer son style de vie et pour voler les richesses des autres. Massimo le dit lui-même, c'est après avoir vu la série d'animation Primal qu'il eut envie de raconter une histoire de survie et de vengeance dans un récit totalement silencieux. Il reviendra cependant sur ce choix en ajoutant tout de même un tout petit peu de texte pour placer le contexte et conter un peu l'histoire et la légende des Inuits. Mais étant donné que notre personnage principal se retrouve quasiment seul tout du long, elle n'a pas grand chose à dire, et les seules conversations se trouvent dans les scènes de flashback. Un comics de Massimo que j'ai encore adoré et qui réussit une nouvelle fois à rendre ses personnages touchants et attachants dans une histoire bourrée d'action qui défile à toute vitesse, avec des dessins très dynamiques. Du côté de l'illustration, justement, on est encore une fois dans un style plutôt cartoon et simpliste, avec des traits larges, pas mal d'ombrage et des couleurs très contrastées qui subliment le dessin. Je pense que Massimo aime s'entourer d'artistes comme ça pour illustrer ses comics. C'était déjà le cas dans Locust avec Alex Nieto, et c'est ici Nicolas Issot qui s'occupe d'Inuit. Et bravo à lui, car c'est du bon boulot. Disponible en français chez Comics Initiative, je vous invite fortement à jeter un coup d'œil à ce comics, qui vous fera forcément passer un beau moment, que ce soit pour son univers, son récit ou ses dessins généreux. Allez, pour clôturer cet épisode, je vais une nouvelle fois vous parler de tortues, pour votre plus grand bonheur. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je vais donc traiter de TMNT Saturday Morning Adventures Hello Halloween. Oui, je sais, ce titre est bien trop long, mais laissez-moi vous expliquer rapidement pourquoi. TMNT pour Teenage Mutant Ninja Turtles, tout simplement. Les tortues ninja mutantes adolescentes. Ensuite, Adventures, pour indiquer que ça fait partie de l'univers des comics adaptant la série animée de 1987. Donc avec le look cartoon et sympathique du premier dessin animé. Le Saturday Morning signifie quant à lui que c'est le reboot de la série publiée en 2023, pour paraître en même temps que le jeu vidéo Shredder Revenge, vous savez, celui créé par Dotemu, qui sont aussi derrière Street of Rage 4 et le remake de Wonderland 3. Et c'est génial, car alors que ça devait être qu'une mini-série en 4, elle connut un beau succès, et continue encore aujourd'hui de sortir, avec l'issue 18 qui vient d'être publié au moment où j'écris ce podcast. Et pour revenir sur le titre très long du comics du jour, le Hello Halloween, car c'est un numéro spécial, qui ne fait pas partie directement de la série régulière des TMNT Saturday Morning Adventures. Une série à ne donc pas confondre avec l'ancienne série TMNT Adventures de 1989, publiée elle aussi chez Vestron, pour le plus grand bonheur des fans des tortues, dont je fais partie. Et ce qui est très cool aussi, avec ce TMNT Saturday Morning Adventures, c'est qu'il est scénarisé par Eric Burnham, un scénariste que j'apprécie beaucoup et qui avait notamment écrit les séries Ghostbusters, dont je vous avais déjà parlé en vidéo il y a maintenant quelques temps. Mais malheureusement, les droits de Ghostbusters étaient complètement bloqués. On n'a pour le moment plus aucune chance de voir les comics de chasseurs de fantômes revenir vers nous. C'est pourquoi l'éditeur Ed Flamival n'a pas continué la publication de la série, et que iComics vient tout juste de publier la 5e intégrale de la série TMNT de chez IDW, sans la partie Ghostbusters, qui était pourtant dans l'intégrale américaine, adaptée en français par iComics, mais ils n'ont pas eu les droits.
Une belle déception pour ma part, mais une tristesse que j'apaise avec la lecture des titres TMNT de chez Vestron, que ce soit les TMNT Adventure originales, comme le reboot avec Saturday Morning. Par contre, si habituellement Vestron édite tous ses bouquins en souple, ce Tortue Ninja Hello Halloween est en couverture cartonnée, dans le même format exactement que ce que proposait Glénat Comics avec son label USA en 1991 lorsqu'il publiait la série TMNT Adventures, rééditée aujourd'hui par Vestron. La boucle est bouclée et j'ai perdu tout le monde. Pour parler un peu de ce comics, on retrouve à l'intérieur deux histoires. La première est centrée sur les Tortues Ninja, et la seconde sur Shredder et Krang. Du côté des tortues, on suit nos 4 frères face à leur plus grande peur, et donc face à des monstres d'Halloween, tels qu'un loup-garou, un vampire, et surtout un faux Freddy Krueger, qui me rappelle un peu celui de l'univers de Rick and Morty, en beaucoup moins trash. Pour Shredder, ce dernier invoque alors un esprit du passé pour l'aider à fabriquer une arme magique taillée dans une météorite. Mais l'esprit en question ne va pas être d'une grande aide, même au contraire, puisqu'il va tout faire pour saboter les plans d'Oroku Saki. Une lecture légère et divertissante, aussi bien adaptée aux enfants, aux nostalgiques de la série animée de l'époque, qu'aux fans actuels des tortues. Ce n'est pas une lecture essentielle, c'est un peu cher pour peu de pages, mais au moins c'est cartonné, ça va résister dans le temps et ça fait toujours plaisir aux fans. Et bien voilà, j'espère que ce 6ème épisode du Podmax vous aura plu. Encore merci pour l'épisode 5, qui a fait bien plus d'écoute que les épisodes précédents. Et surtout, merci pour vos retours. C'est la première fois que je reçois autant de commentaires et de messages perso sur Substack, Twitter, Instagram, etc. afin de me parler de mon podcast, donc ça fait super plaisir. Sur ce, je vous dis encore merci, et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.